qui dit oui, mais alors vous comprenez, les emails, c'est quand même, ça nous pourrit la vie parce qu'on avait pensé à quelques années. Là, maintenant, tous les matins, je suis obligé de demander à ma secrétaire de m'imprimer tous les emails qui sont arrivés dans la nuit. Alors, D'imprimer les emails. Bah oui, puis automatiser, il faut désacraliser un peu le terme aussi. Il faut se dire que ça se fait pas, c'est pas besoin d'apprendre à coder. Tu sais, c'est le fameux petit dessin que beaucoup d'entre nous ont vu avec les hommes de Cro-Magnon qui poussent une charrette avec des roues carrées. Puis il y en a un autre derrière qui arrive avec des roues rondes et les autres ils disent non, tais-toi, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Bienvenue dans Ça déboîte, l'émission qui va au-devant des entrepreneurs pour découvrir leur parcours et apprendre d'eux. Je suis Pierre-Yves Sorisseau, j'accompagne les entreprises dans leur développement grâce à la communication vidéo et bien plus encore. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir dans mon émission, mais lui, il m'accueille chez lui, Benjamin English, qui est avocat. On pourrait se dire pourquoi venir l'interviewer dans Ça déboîte, qui est plutôt dédié aux entrepreneurs. Avocat, forcément, on ne met pas tout de suite en lien le côté entrepreneur. Mais tu as un parcours et tu as plutôt un état d'esprit que je trouve très entrepreneur. Et pour ça, j'avais envie de te poser pas mal de questions, d'apprendre de toi, essayer de choper quelques petits tips qui pourront peut-être me servir ou servir aussi aux auditeurs. Tu es donc avocat dans le cabinet Avril et Marion, c'est ça ? Donc ici, vous avez une succursale à La Baule, et il y en a une à Saint-Brieuc. Ouais. Tu es aussi président d'Eurojuris. Tout à fait. Qui est une réunion de plusieurs avocats. On y retournera après pour préciser exactement ce que c'est. Et tu es aussi à l'initiative, alors peut-être pas que toi, mais d'un logiciel en ligne. Un service en ligne, on va dire. Ouais. Un service en ligne qui s'appelle madecision.com et qui répond à un besoin, ou en tout cas quelque chose qui n'était pas optimal au niveau légal en ce moment. Une nouvelle offre alternative, on va dire. Okay. Pour commencer, est-ce que, là j'ai fait une brève présentation, toi tu aurais des choses à rajouter par rapport à ton parcours? Est-ce que tu as des précisions à donner par rapport à tout ce que j'ai dit? Ou est-ce que j'ai fait des erreurs? Non, globalement c'est tout à fait ça. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Merci de m'accueillir. Je suis absolument ravi de venir discuter de ces choses qui sont absolument passionnantes, qui est tout autour de la question de l'entrepreneuriat, les initiatives, la digitalisation, l'innovation, y compris dans les métiers comme le mien où l'innovation n'est pas forcément le truc auquel on pense en premier. Ouais. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. C'est à peu près ça, le parcours, oui, et j'ai une triple casquette avec d'abord je suis avocat associé au sein d'Avril et Marion avec un cabinet historiquement implanté à Saint-Brieuc et qui est aujourd'hui implanté également à La Baule, qui est membre plus globalement d'un réseau qui s'appelle Eurojuris France, dont que j'ai la chance aujourd'hui de présider depuis quelques semaines, quelques mois, même si je me suis impliqué dans les instances depuis pas mal d'années. Oui. C'est tout un parcours initiatique. Et notamment, l'un des projets où je me suis investi, c'est effectivement ça, c'est cette plateforme qui s'appelle madecision.com d'arbitrage et de médiation en ligne. Ok. Si on revient un peu en arrière, avant d'arriver à tout ça, parce que je pense que pour arriver à tout ça, il y a eu pas mal de chemin. Est-ce que, si on fait un peu peut-être ton parcours scolaire, est-ce qu'il était assez classique? Est-ce que le petit Benjamin avait déjà cet esprit d'initiative? Est-ce que je te connais un petit peu? Est-ce que tu étais plutôt axé que sport? Est-ce que tu étais axé fête? Quel état d'esprit t'avais? Non, alors moi j'ai un parcours qui est ultra classique, mais alors vraiment ultra républicain, comme on pourrait dire, dans le sens où j'ai fait l'intégralité de ma scolarité jusqu'à la 4e année de droit, mais enfin au moins jusqu'au lycée, dans un rayon de à peu près 400 mètres carrés, de la maternelle jusqu'au lycée. D'accord. Donc avec les mêmes familles à Angers, une ville de province fort sympathique, enfin voilà, que dans les écoles publiques, donc vraiment un parcours public, pas matheux parce qu'il y a un moment dans la bonne société angevine, soit tu fais médecine, soit tu fais droit. Donc comme j'étais pas matheux, j'ai fait terminale ES et puis après j'ai fait droit, sans avoir une envie de faire avocat particulièrement. Enfin, je veux dire, j'avais pas la vocation, quoi. Est-ce que tu avais des avocats dans la famille? Est-ce qu'il y avait des choses qui te prédestinaient un peu à ça? Non, rien ne me prédestinait. Oui, j'avais quelques avocats que je connaissais ou dans la famille, mais ça n'a jamais été une vocation. J'ai jamais fait de stage dans un cabinet d'avocat. En fait, j'ai jamais fait de stage dans un cabinet d'avocat avant de commencer à préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, c'est-à-dire bac plus 5 au-delà, quoi. Donc, c'était pas du tout une vocation. J'étais un élève sérieux et appliqué,
Dans le rang, mais vraiment dans le rang, quoi. Enfin, c'est-à-dire que dans le sens où, voilà, j'ai pas vécu une crise d'adolescence particulière. Oui, très orienté sport, beaucoup plus orienté sport qu'orienté fête, probablement, parce que besoin aussi de se diversifier, de pas faire toujours la même chose, pas toujours bosser, avoir un espèce d'équilibre entre le fait de se sortir la tête des études et en même temps être rigoureux dans les études. Mais j'ai toujours été très rigoureux de ma façon de me rassurer, c'est de m'organiser, hein, tout simplement. Ouais. Après, c'est On devenu. y reviendra à ça, l'organisation, Voilà. c'est un truc, on en a souvent parlé. Donc un bon équilibre tête et corps, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mens sana in corpore sano, on pourrait dire. Ok, d'accord. Alors, ce qui peut m'étonner un petit peu, toutes les personnes que j'ai interviewées, souvent, les entrepreneurs, initialement, ils ont un esprit justement plus en dehors des clous, etc. Là, tu me dis que finalement, comme tu dis, parcours assez républicain, classique, etc. Et là, aujourd'hui, tu essayes de... Alors, le mot est un peu galvaudé à la mode, de disrupter Oui, ton métier, oui. de trouver d'autres solutions. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, alors que d'habitude, tu étais plutôt dans les clous, là? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller regarder un peu ailleurs? Ah non, mais c'est très simple. Je suis d'abord une profession libérale. Je suis d'abord un juriste, un avocat, une profession libérale. Et puis après, dans le milieu des juristes, dans ce petit milieu-là, effectivement, j'ai pris le parti, mais parce que ça c'est venu assez naturellement, être un peu innovant, de jouer l'innovation, parce que c'est très challengeant. Après, c'est pas forcément ma nature première d'être dans l'innovation. C'est venu probablement après. C'est-à-dire que D'accord. la capacité à innover est venue comme une seconde nature, pas une première nature. Voilà, il y a des entrepreneurs qui te racontent leur parcours, qui t'expliquent qu'à 12 ans, ils avaient monté leur première boîte, Ouais, c'est ça. qui fabriquaient des colliers dans leur chambre, qui revendaient. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas le sens du. Et je crois que malheureusement, il y a très très peu ça chez les avocats, chez les juristes de manière générale. Mais comme on dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Moi, je suis dans un royaume d'aveugles et je suis borgne. Donc voilà, il faut juste être un petit peu plus innovant que les autres dans un milieu qui l'est parfois pas assez. Et on peut assez facilement, à peu de frais, passer pour quelqu'un d'extrêmement extrêmement innovant. Et Pour rester modeste. qu'est-ce qui t'a donné peut-être la première impulsion à vouloir chercher d'autres solutions? Est-ce que c'est parce que tu as été confronté à des problèmes? Est-ce que Oui. voilà, il y a eu des frictions à certains moments et tu t'es dit, bah, plutôt que de subir ces frictions, il y a peut-être des solutions à Oui. trouver? Non, alors, moi je dis toujours, la question de la digitalisation, de la fluidification, c'est... Bon, alors maintenant, on pense beaucoup client, parce que s'il faut penser client, parce que nos professions, de manière générale, n'ont pas assez réfléchi client dans les 50 dernières années, probablement. Mais au début, c'est quand même un pain point personnel. C'est-à-dire que, concrètement, moi j'arrive en cabinet d'avocat, j'ai 23 ans, 24 ans, sorti de DEA. J'arrive là-dedans et on me donne des dossiers, les piles qui s'empilent. C'est un peu comme Tom Cruise dans la firme, pour ceux qui l'ont vu. Et on me dit, bah voilà, tu fais des conclusions, quoi. Et sauf que je sais pas taper à 10 doigts. Donc déjà, ça va être compliqué. J'ai pas une secrétaire à laquelle je dicte dans des cassettes. Ça, c'était réservé aux associés. Mais on me dit, tu fais des conclusions avec ton ordinateur. Donc il y a un moment, soit j'apprends à taper à 10 doigts, soit j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle un logiciel de reconnaissance vocale. Et là, je me dis, là, ça va me sauver, quoi. Donc là, tu poses même pas la question. Tu prends les Soukta, tu achètes le premier logiciel. Dans la licence. Oui, version familiale. Et puis tu te rends compte que tu peux parler à ton micro et que ça écrit tout seul. Et là, tu dis, waouh, je veux déjà pas avoir à apprendre à taper. C'est que, enfin, ce genre de petits tips comme ça, c'est beaucoup une histoire de feignant. C'est quand t'aimes bien te faciliter la vie, pas refaire 45 fois la même chose parce que tu te dis que sinon ça va être embêtant. Et voilà, et pouvoir évacuer tout ce qui est simple à évacuer. Ce que je dis souvent, moi, c'est que je suis devenu efficace par pure fainéantise. Ben c'est ça, de manière générale. Hein. Les grands efficaces sont les plus grands feignants, clairement. Mais ça veut pas dire que voilà, la fainéantise peut apporter du bon, clairement. Ouais, c'est ça. Si on s'arrête pas à ça, quoi. Si non, on bien cherche sûr. la solution. Mais bien sûr, non, mais en fait, l'idée c'est pas la fainéantise, c'est juste c'est les gens qui n'aiment pas faire 2 fois la même chose, quoi. Qui s'ennuient vite ou qui trouvent rébarbatif quelque chose. Exactement. Et à l'ère de l'automatisation, pour ça d'ailleurs, on vit une époque absolument formidable parce que l'époque de la façon de répliquer les produits, d'automatiser les process, c'est extraordinaire parce qu'on peut vraiment se concentrer sur l'essentiel. J'avais vécu une scène il y a quelques temps dans un séminaire autre, peu importe, on traverse une fois par an la France pour aller 4 jours avec des confrères réfléchir sur des thèmes hyper intéressants avec des intervenants hyper intéressants. Puis c'était notamment sur la gestion du temps. Puis il y a un confrère
qui dit oui, mais alors un peu âgé, qui dit oui, mais alors comprenez, les emails, c'est quand même, ça nous pourrit la vie parce qu'on avait pensé à quelques années. Là maintenant, tous les matins, je suis obligé de demander à ma secrétaire de m'imprimer tous les emails qui sont arrivés dans la nuit. Alors, d'imprimer les emails. Ah oui, parce que du coup, il les annote au stylo plume pour la réponse. Puis après, il regarde la secrétaire taper la réponse. Mais moi, je lui ai répondu, mais en fait, moi, si j'avais pas ces emails, si j'avais pas ces outils qui me permettent d'avoir tout dans la poche, de pouvoir y répondre, de pouvoir, le cas échéant, être dans ma chambre d'hôtel avant d'arriver à la conférence ou du congrès et de pouvoir traiter mes emails pour répondre en temps réel à mes clients, même si je suis pas au bureau, tout simplement, je serais pas là. Donc ces outils-là, on peut les voir, on peut les concevoir, les vivre comme des contraintes ou les vivre comme de formidables outils de libération, évidemment, d'efficacité, certes, mais aussi de libération et pour se concentrer sur autre chose, pour apprendre, pour s'améliorer. Tout dépend de la façon dont on les appréhende. C'est pas l'outil qui est fondamental, c'est la façon d'utiliser. Oui, comme beaucoup de choses, c'est le contexte et l'angle qu'on prend pour ça. Et puis tu parlais justement d'automatisation. Je trouve que maintenant, il y a des outils formidables, accessibles à tout le monde et moi je me rends compte, à force de croiser plein de clients dans plein de domaines différents, qu'il y a toujours un truc qui peut être amélioré. Ce que je trouve génial, moi, quand j'arrive chez quelqu'un, c'est que j'ai ce recul. Lui, il est dans son truc et il est à fond. Et généralement, il a la tête dans le guidon. Moi, j'ai un peu ce recul-là et je lui dis, mais attends, mais ça fait 4 fois que je te vois refaire ça, là. Ouais. Pourquoi tu refais ce truc-là? Je lui dis, je suis obligé. Ouais. Mais t'es obligé. Mais tu sais que potentiellement, ça peut être fait. Oui, mais je peux pas me payer quelqu'un. Oui, non, mais tu peux l'automatiser. Ouais, exactement. Hein? Alors déjà, c'est quoi automatiser? Et il y a vraiment des solutions incroyables, quoi. Incroyables. Là, j'ai un client qui a une ferme pédagogique. Et maintenant, les clients peuvent prendre, réserver, recevoir par mail la réservation, le devis, tout se fait tout seul, alors qu'avant c'était des heures pour lui ou sa secrétaire. Oui. C'est phénoménal. Et puis automatiser, il faut désacraliser un peu le terme aussi. Il faut se dire que ça se fait pas, c'est pas besoin d'apprendre à coder. Automatiser, dans notre métier, quand tu commences par te dire, voilà, dressons la liste des 15 courriers que j'écris le plus aux clients. Mais il faut prendre un temps, il faut prendre 2 heures pour dire quels sont les 15 courriers les plus répétitifs qu'à chaque fois, je me reprends à devoir réfléchir, à penser, à dicter. Les 15 catégories de courriers. Après, il peut y avoir des variantes dans chacun de ces courriers. Si je prends le temps d'en dresser la liste déjà, de les coucher sur le papier et puis de les créer dans une signature de mail, une simple signature. D'avoir un modèle. Un modèle. Mais tu l'enregistres dans la signature avec ton bloc de signature. Après, à chaque fois que tu veux faire l'un de ces 15 courriers, qui peuvent peut-être représenter 75 à 80% des correspondances qu'on envoie, j'ai déjà mon truc. Et j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà une trame, et j'ai réfléchi 90% du message. Par contre, je vais améliorer en mettant petit machin, le petit truc personnalisé, l'information qui va bien et tout. Le client, ce qu'il veut, lui, c'est avoir l'information. C'est avoir une information complète. Il n'a pas besoin, fondamentalement, que moi, je fasse l'effort de réfléchir à ce que je vais mettre dans le courrier à chaque fois. D'ailleurs, que je l'ai fait une fois, que je l'ai bien fait. Pour le coup, ce modèle, tu peux le faire évoluer, le peaufiner, le rendre meilleur à chaque fois, au lieu de partir de zéro et sûrement oublier des choses, quoi. Et tu peux même le partager à hauteur par exemple, d'un cabinet, d'une équipe, parce que nos cabinets d'avocats se vivent comme des entreprises, et tu peux ensuite le partager et puis on peut s'enrichir avec les modèles de chacun. Rien que ça, c'est de l'automatisation, c'est tout bête, mais on n'est pas en train de faire du code. Mais ce qui est des fois difficile, c'est d'accepter de prendre du temps pour en gagner après. Exactement. Il y a des fois cette inquiétude, me dire ouais, non mais le temps que je réfléchis à ça, je suis pas en train d'envoyer des courriers ou je traite pas mes mails, etc. Et c'est des fois, l'esprit humain, il est quand même dans l'instantanéité. Et c'est des fois difficile de se projeter en disant oui, mais derrière, vraiment, toutes les semaines, tu vas gagner 2 heures, 3 heures. Ouais. Et il faut prendre ce temps-là. Tu sais, c'est le fameux petit dessin que beaucoup d'entre nous ont vu avec les hommes de Cro-Magnon qui poussent une charrette avec des roues carrées. Puis il y en a un autre derrière qui arrive avec des roues rondes et les autres ils disent non, tais-toi, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Donc là, tu m'as dit, on va dire les prémices de ça, c'était la reconnaissance vocale. Oui. Et ensuite, tu as continué à chercher ce qui pouvait te faciliter la vie de manière générale. Et donc la digitalisation, c'est un moyen et un domaine incroyable pour ça. Quelles ont été les étapes suivantes en fait par rapport à ça? Comment tu t'es organisé? Quels ont été les outils que tu as appréhendés pour gagner du temps peut-être?
Alors, la reconnaissance vocale, c'était vraiment quand même le gros acte fondateur au départ. Après, il y avait la problématique des logiciels métiers d'avocats. Ça, c'est un marché qui est très, très spécifique, des logiciels métiers qui, grosso modo, font bien le job, à peu près tous, mais il y a quand même qui font un peu mieux le job. Mais le gros plus, c'était la mobilité. La question de la mobilité. Le fait d'enlever le papier, ça c'est sûr, ça il a fallu tout scanner. Aujourd'hui, je fonctionne quasiment à zéro papier aujourd'hui, Ouais. mais la mobilité. Nous, on a un problème. Alors, la mobilité, c'est la capacité en fait à traiter les dossiers où que je sois, à être actif en temps et en heure, à être dans le train, alors avec un par écran pour pas qu'on voit ce que je tape quand on est à côté, mais à la capacité à utiliser les 3 heures de train qu'on va faire pour aller plaider à Paris, à les utiliser efficacement pour pouvoir continuer à travailler. La mobilité, c'est quand même c'est un luxe. Hein, encore une fois, si on l'utilise à bon escient, c'est un luxe quoi. Si on l'utilise à mauvais escient, c'est la capacité de bosser, y compris à la maison, jusqu'à 2 heures du matin. Mais encore une fois, c'est une question de gestion. La mobilité, la synchronisation, le fait de dématérialiser, ça a été le deuxième grand défi, une deuxième construction que j'ai menée au sein du cabinet et au sein de Rogerie, d'utiliser les outils. Après, nous, dans notre métier, moi, je suis avocat, mais je fais pas des contrats d'affaires, je fais pas des fusions-acquisitions, je fais essentiellement du contentieux. Et la limite, ça a été la limite avec les juridictions, parce qu'on fonctionne en appui avec le service public de la justice, donc les tribunaux, et différents types de tribunaux, mais qui, grosso modo, en termes de digitalisation, ont quand même beaucoup de retard. C'est pas leur jeter la pierre, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'effectifs, et voilà. Donc, pour une raison ou pour une autre, ils ont beaucoup de retard. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'eux fonctionnent bien en papier, c'est-à-dire que la limite, par exemple au zéro papier, c'est qu'il y a un moment, quand le juge te demande absolument de lui déposer une liasse de papier, t'es quand même obligé d'imprimer quelque chose. Bon. Je vois bien. Voilà. Et quand on te demande en plus de te dire, oui, mais vous avez envoyé par la plateforme informatisée, mais pour être sûr, on va vous demander d'imprimer l'accusé réception pour bien montrer que vous l'avez bien envoyé, alors que c'est quand même sur le logiciel du juge. Mais bon, voilà, il faut quand même s'y faire. Donc voilà, c'est un peu la limite qu'on rencontre. Mais au-delà de ça, ça a apporté quand même beaucoup de choses en l'espace de 10 ans. Ça a grosso modo à peu près complètement bouleversé la façon de travailler de beaucoup de confrères. Et heureusement. Parler des mails, par exemple. Beaucoup de gens, des fois, se disent noyés par leurs mails et la gestion de tout ça. J'imagine qu'en tant qu'avocat et dans le cabinet, vous devez recevoir quand même pas mal de mails, une grande quantité. Comment tu t'organises pour gérer ça humainement? Alors, humainement, c'est clairement le terme. C'est clairement le terme. Parce qu'en fait, quand on fait notre métier, la prestation qu'on vend, la prestation d'avocat, surtout quand tu fais du contentieux, on vend pas de la prestation plaisir, quoi. Les gens vont pas se payer un contentieux par plaisir parce qu'ils ont fait des économies pour le faire. C'est un contentieux un peu parfois de la souffrance. Contentieux, ça correspond à quoi Ce sont des procès, des litiges. Okay. Alors des litiges, c'est des gens qui, voilà, ça peut être des litiges commerciaux, ça peut être, alors moi j'en fais pas, mais j'ai une associée qui fait le droit de la famille, ça peut être des contentieux entre des banques et des entreprises, entre des particuliers, entre deux entreprises qui s'entendent pas sur l'exécution d'un contrat. C'est du litige, voilà, entre un employeur et un salarié par exemple, ou même du pénal après. Donc ce sont des litiges, donc il y a quand même on gère quand même une forme de douleur, une forme de souffrance qui est ressentie différemment parce que selon qu'on travaille avec une compagnie d'assurance qui nous confie un contentieux avec des gestionnaires dont c'est le rôle de gérer des sinistres, ou avec un particulier qui voit, c'est quasiment son avenir, sa vie qui est pendue à la décision qui sera rendue. Évidemment, c'est géré de manière différente. Mais grosso modo, quand on reçoit un mail, on est censé fournir une information, et parfois il y a une espèce d'asymétrie qui se crée entre le degré d'urgence ressenti par le client, qui lui veut une réponse, mais pas forcément parce qu'il a besoin d'une réponse, parce qu'il a besoin de se rassurer, et le degré d'urgence ressenti par le professionnel qui lui sait que, ok, il a reçu l'information, il la traitera en temps et en heure parce que le calendrier c'est ça, le tempo des opérations c'est ça, et que ça c'est urgent, ça l'est moins, et il faut qu'on arrive à gérer ça, à gérer ce flux. Et c'est vrai que la question des emails est absolument fondamentale. Alors, ça se règle par une grande capacité d'empathie et de pédagogie, bien expliquer au client au départ comment ça va se passer, le rassurer, lui dire que s'il y a un truc important, on lui enverra, que parfois il peut rien se passer, il peut ne rien avoir comme information pendant quelques semaines ou quelques mois, mais on n'est pas comptable, nous, du rythme des juridictions ou de la réponse que va apporter l'avocat adverse si on est en train de faire une négociation confidentielle.
Puis que l'avocat adverse aussi lui-même a son tempo, il faut qu'il aille vers ses clients, voilà, ça se fait pas comme ça toujours en 48 heures. Donc il faut qu'on arrive à gérer ça. Après, donc ça c'est la partie humaine, c'est la partie pédagogique humaine, délivrer l'information en temps et en heure, et en même temps ne pas le faire dans la précipitation parce que ça nuirait à la qualité du travail accompli. Et tu parlais t'es face à la douleur de certaines personnes, et je pense que dans tout métier il y a cette question-là d'expliquer comment ça va se passer, tu l'as dit, Oui. et d'être un peu proactif sur les étapes qui vont arriver. Oui. Et je vois beaucoup de personnes perdre du temps parce qu'ils ne préviennent pas assez leurs clients comment ça va se passer, et finalement ils doivent traiter des mails d'inquiétude. C'est ça. Et ils perdent du temps dans des échanges qui ne servent à rien, alors que ils avaient prévenu que voilà, là, effectivement, pendant 15 jours, il ne se passe rien. Ensuite, on revient vers vous à ce moment-là. Ensuite, il y aura 3 mois, etc. Et les choses sont beaucoup plus fluides dans ce cas-là, mais il faut anticiper ça et rassurer la personne. Exactement. Ça suppose, alors là, on en revient aux mails aux messages qui sont préparés bien penser en amont. C'est-à-dire que si je dois reformuler le message à chaque fois, l'information, je vais peut-être oublier les informations. Si je les réfléchis avant, effectivement, je vais pouvoir anticiper que le client, OK, quand je lui envoie ce type d'information, il aimerait pour anticiper, il va me répondre en me posant telle question, donc peut-être que je peux anticiper en mettant la réponse, anticiper ça. Et puis après, il y a des nouveaux outils aussi qui sont très intéressants. Il y a des outils d'accès en ligne, d'extranet pour les clients qui permettent d'avoir accès aux dossiers en ligne pour savoir s'ils ont perdu la date de renvoi du dossier ou les pièces, d'aller les piocher. Ou il y a des outils de legal design, comme on dit chez nous, de legal design. C'est la façon de schématiser, d'arriver à schématiser, à faire comprendre la complexité d'une notion juridique, d'un contrat ou d'une procédure, pour que le client arrive à la visualiser, tout simplement. Donc, il y a un gros travail de vulgarisation. Souvent, parce que j'avoue qu'à chaque fois que j'entends parler de droit, etc., très vite, on est vite perdu, en fait. On est vite perdu, c'est ça. Et alors, on est vite perdu, et en même temps, dans une société où les gens vont vite trouver beaucoup d'informations sur Internet, et on a la même contrainte que les médecins, c'est que le client va arriver et lui va quasiment avoir fait son pré-diagnostic, quoi. Son pré-diagnostic de voilà le problème qui m'arrive, il faudrait faire telle procédure. Donc, il faut aussi qu'on ait parfois à lutter. Il y a ce truc que moins on en connaît sur un sujet, plus on se pense expert. Eh bien sûr, évidemment. Exactement. Non, donc il y a un truc à gérer là-dessus. Après, sur la question des mails, après, il y a une gestion de la gestion humaine, de la pédagogie et de la façon de dialoguer avec le client, de la confiance qui s'instaure. Il y a effectivement l'idée, c'est de over-délivrer, quoi, comme disent les start-upers. C'est d'être capable d'envoyer le mail d'information avant que ce soit le client qui vienne la chercher, partant du principe qu'en plus, le client, s'il va envoyer un mail à son avocat, c'est qu'il va déjà avoir été en train de ruminer pendant quelques jours. Exactement. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Pourquoi est-ce qu'il m'écrit pas? Donc, s'il finit par envoyer le mail, même courtois, c'est que déjà, ça fait un bout de temps qu'il attend. Ouais. Donc, si l'information part avant, en général, on arrive à... Et puis, du coup, ça veut dire qu'il y a moins de mails qui rentrent. Voilà. Et puis après, pour les autres mails qui rentrent, on parlait de digitalisation des outils. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a ces messages automatiques. Moi, j'utilise des outils de gestion à distance où les mails sont intégrés au dossier, renseignés à distance, intégrés dans les bons dossiers. On dicte aujourd'hui en numérique aux assistantes qui répondent. C'est la capacité aussi de déléguer. Dans nos métiers, c'est marrant, dans nos métiers, nos vieux métiers de notables de province, on a tendance à pas vouloir déléguer. Ah ouais. Oui, c'est pas du tout dans la culture. C'est pas du tout dans la culture parce qu'on sait pas faire, parce qu'on veut pas faire, parce qu'on a l'impression que si on délègue, ce sera pas bien fait, et on n'est pas des managers. Et donc, alors que finalement, le process d'information du client, de rassurer le client, délivrer une information simple, peut probablement être fait par une assistante bien formée à ça, qui sait quoi répondre, si on lui a expliqué avant. Et qui va être beaucoup plus accessible que l'avocat qui, lui, parallèlement, en plus, et c'est anachronique, ne peut pas être toute la journée à répondre aux sollicitations des clients pour le rassurer, mais qui doit sanctuariser son temps, parce qu'on est dans une profession intellectuelle où, grosso modo, je vends le temps que je passe sur les dossiers, et je vends du temps de qualité. Je ne vends pas des heures au prix où je les vends. Si je suis interrompu 5 fois parce que j'ai des notifications de mails qui arrivent, 3 fois parce que j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau, et par 5 coups de téléphone. Sinon, mon heure, elle est totalement improductive. Et voilà. Donc, il faut que je sanctuarise mon temps. Donc, c'est tout ce paradoxe. La gestion du temps est quelque chose d'absolument fondamental. De sanctuariser ton temps, il y a une chose qui m'a beaucoup changé la vie, et c'est la notion de compartimenter mon temps. Et avoir un côté presque robotique dans la manière de gérer mon temps, avec des cases très précises dans mon agenda, alors qui
peut paraître un peu froid et pas super humain, mais moi j'ai cette sensation. Mais même, c'est la même chose qu'avec l'automatisation, où on se dit, si on automatise tout, il n'y a plus d'humain. Moi, j'ai cette sensation qu'en fait, on automatise et on règle bien tous les trucs rébarbatifs et qui n'ont pas de plus-value, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de temps entre humains pour du conseil, pour de l'empathie, etc. En fait. Voilà. C'est vraiment là que je le vois. J'ai des moments où je suis un robot, je kill des tâches, et des phases où je vais avoir pour la création, pour la réflexion, où vraiment il n'y a aucune notification, tout est fermé, terminé. Et quand je suis avec quelqu'un, je suis avec lui pleinement. Exactement. Et même au-delà de l'aspect professionnel, quand je suis avec ma famille, le but c'est d'être avec ma famille pleinement et pas en train de me dire merde, il faut que je pense à faire ça. Non, tout est placé, donc ça me rassure beaucoup, quoi. Oui, ça a été beaucoup théorisé de façon la discipline de vie, quitte à avoir une vie un petit peu, alors c'est pas forcément routinière, mais la mise en place d'habitudes bien réfléchies, bien pensées, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire à quel moment, et le regroupement des tâches par nature, c'est ce que tu exprimais en fait sur le time blocking, comme l'appellent les anglo-saxons. Time blocking, c'est ça, c'est en gros je bloque à telle heure je fais des mails, à telle heure je fais du téléphone, parce que passer d'une activité à une autre, systématiquement passer du mail au téléphone à travailler sur une recherche juridique, à rédiger, à passer un rendez-vous, là, non, c'est ingérable. Il faut regrouper les activités par nature. Et c'est par exemple ce que dit Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures. Il dit, quand tu as une pile de t-shirts dans ton armoire, tu as plusieurs options. Soit tous les soirs, tu mets ton t-shirt au sale. Tu vas chercher le t-shirt qui est dans le panier. Tu vas jusqu'à la machine à laver, tu ouvres la porte de la machine à laver, tu mets le t-shirt dedans, tu mets la lessive, tu refermes la porte, tu lances le programme, tu reviens 2 heures après, tu rouvres la porte, tu sors le t-shirt, tu l'étends. et puis tu refais ça tous les soirs, même opération. Ou alors, tu portes tous les t-shirts que tu as dans ton armoire, et puis quand il te reste plus qu'un, parce qu'il en faut quand même un pour le jour où tu fais ta lessive, tu refais exactement la même opération une fois, mais pour tous les t-shirts. C'est ça. C'est ça qu'il faut regrouper par catégorie, parce que le processus de mise en place est hyper important. Et même dans la façon, alors je suis pas neuroscientifique, mais dans ce que nous disent les neurosciences, c'est pas la même fonctionnement du cerveau selon qu'on fait qu'on descend une liste d'appels téléphoniques, ou selon qu'on descend des emails en fait pour essayer de vider la boîte de réception, ou selon qu'on va travailler sur une tâche de fond qui va être où il va falloir conceptualiser, modéliser tout un système d'argumentation, un système de chronologie ou autre. C'est pas du tout le même fonctionnement du cerveau. Donc autant ménager notre cerveau et pas lui demander de switcher d'un mode à l'autre tout le temps. Sinon c'est absolument épuisant en fait. J'allais y venir. Il y a cette idée que on a des fonctions dans le cerveau en fonction des tâches qu'on fait, et quand on passe d'une tâche à l'autre, c'est comme si on perdait de la concentration à chaque fois. C'est-à-dire que quand on revient à on est sur la tâche A, on part vite fait sur la tâche B. Quand on revient, il y a toujours un peu du cerveau qui est sur la tâche B, et on n'a pas notre plein potentiel en fait à chaque fois. Oui. Et au final, 4 heures de temps, en 4 heures de temps, vous faites moins que si vous aviez bossé 2 heures compartimentées, bien calées, etc. Voilà. Quoi. On fait moins en étant plus fatigué. Parce qu'effectivement, le fait de switcher d'une tâche à l'autre, en plus, de se remettre quand on a été interrompu par un coup de fil, de se remettre dans une tâche, alors il y a des études sur le temps de reconcentration pour se remettre à la tâche, mais il y a un temps de latence qui est du temps perdu, quoi. Mais c'est ce que je trouve difficile justement avec les nouveaux outils qu'on peut avoir, c'est qu'ils peuvent être autant libérateurs que piégeants. Oui. Parce que justement, ces outils qui vont très vite, qui potentiellement nous envoient des notifications, etc., sont une source de déconcentration phénoménale. Ils sont faits pour ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le modèle. Hein, alors, quand je dis outils, c'est-à-dire que je pense qu'il faut différencier justement les réseaux sociaux de vraiment des outils pro de productivité, mais je pense que vraiment, il faut aussi prendre un temps pour gérer ça, c'est-à-dire les notifications, à quel moment ça arrive. Aujourd'hui, maintenant, je trouve que dans les smartphones, quels qu'ils soient, il y a vraiment la possibilité de gérer ça. Oui. Et de prendre un peu de temps à nouveau pour s'intéresser à ça, et derrière ça nous en fait gagner, ou en tout cas ça évite d'en perdre. Mais ça évite beaucoup d'en perdre. Moi, l'une des avancées notables que j'ai fait en la matière, c'est quand j'ai téléchargé une application qui me bloque à un moment, sur un créneau donné, tous les réseaux sociaux, enfin en tout cas ceux que je sélectionne, pas les emails, mais les emails, j'ai d'autres moyens de les bloquer, et on se rend compte à quel point on est bête, parce que quand même, quand tu as bloqué entre 9h et 11h tous les réseaux sociaux, et entre 14h et 17h, et qu'entre 9h et 11h, 3-4 fois, tu vas machinalement prendre ton téléphone et essayer d'ouvrir
l'application en question et que là on te dit mais non, t'as un truc, c'est bloqué, tu n'y vas pas maintenant. Ouais, ça permet de prendre conscience de son addiction. De son addiction complètement. On se dit mais je suis complètement idiot là, je suis en train de faire le truc alors que il est pas activé. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, ça passe. C'est-à-dire qu'au finalement on n'a plus le réflexe de le faire. Donc là on sort de l'addiction. Il y a vraiment c'est de l'addiction pure et dure, hein, comme à une drogue, quoi. Moi j'ai cette difficulté où de par mon métier, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et alors maintenant il y a des interfaces qui permettent de programmer du contenu sans aller directement sur le feed, mais j'ai besoin des fois de vérifier comment ça se passe pour un client, etc. Et je me rends compte très vite, je suis happé en fait. Il faut vraiment que je sois hyper discipliné, que je me mette limite des timers, ce genre de choses, parce que c'est parfaitement ciselé pour choper notre attention, quoi. On parle de l'économie de l'attention. Il y a une vraie économie autour de ça. Il y a l'économie de la donnée, il y a l'économie de l'attention, et on nous vole du temps. Mais tu sais, c'est vieux comme le monde, hein. Je relisais, alors ça fait pompeux de dire ça, mais je veux pas dire que je relisais, je lisais l'autre jour Sénèque pour la 5e fois, je lisais Sénèque. Dans les lettres à Lucilius, ce sont des lettres que Sénèque a écrites à un de ses disciples au soir de sa vie. Et dans l'une des premières lettres, il lui explique à quel point tout est fait pour nous voler notre temps. Et à quel point il faut lutter contre les voleurs de temps, parce que finalement, la ressource la plus précieuse qu'on ait, et qu'on est tous au départ, c'est le temps. Il y a l'argent, il y a la fortune, mais c'est le temps. Et selon la façon dont on le gère, soit on les disperse, soit on laisse les autres nous voler notre temps, soit on arrive à l'utiliser et on peut en faire des choses extraordinaires. Donc comme ils n'avaient pas les réseaux sociaux, on peut imaginer probablement comment ils verraient notre monde aujourd'hui avec les gens sur leur smartphone. Je pense que Sénèque, il boirait la ciguë directement. Mais oui, non, c'était déjà une problématique. Et aujourd'hui, c'est vraiment fondamental, y compris pour les nouvelles générations, dans la structuration de leur travail, de leur façon de penser, de se cultiver. J'aime beaucoup, en parlant de la perception du temps et du temps qu'on a. Alors c'est au travers d'une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Dirty Biology qui vulgarise la biologie, et il a parlé de cette perception du temps. Alors c'est un schéma qui est assez connu, qui était connu avant, mais qui permet de visualiser le temps de sa vie par des cases. Donc il y a 52 cases par ligne, donc 52 semaines par an. Et après, si tu es optimiste, tu mets 100 lignes, mais voilà, par rapport à l'espérance de vie. Et donc, tu enlèves toutes les cases qui sont déjà passées, et tu te rends compte que finalement, il reste que peu de semaines à vivre. Et si par exemple, tu dis, je lis un livre par mois, ok, donc il faut que je choisisse bien les livres que je vais lire, parce qu'il m'en reste que tant. Si j'aime aller, par exemple, au ski une fois par an, il me reste que tant de fois aller au ski. Ce qui m'a le plus touché et ému, c'est le temps qu'on passe avec sa famille, ses parents. C'est souvent quand on est jeune. Et une fois qu'on a sa vie d'adulte, on a cramé généralement 70-80% du temps qu'on a avec ses parents. Et là, tu dis, il reste que ça, quoi. Il reste que 10% du temps avec mes parents, donc il faut que je le chérisse. Tout à fait. Et je trouve que ça... Mais c'est pas mortifère, c'est pas une vision mortifère pour autant. Non, ça peut être un peu anxiogène au prime abord, en se disant il me reste pas tant de temps que ça, mais déjà ça te donne un coup de boost en se disant il faut vraiment que le temps que j'ai, j'en fasse quelque chose de bien et que j'en profite. Et après, ce qu'il disait en fin de vidéo, et que je trouve plus réjouissant, c'est que cette perception du temps, elle change en fonction de l'intensité de sa vie et des nouvelles choses qu'on fait. C'est-à-dire que si vous avez une vie très routinière, on a l'impression qu'elle est très courte. Si vous avez une vie intense où vous allez essayer de dépasser un peu, vous sortez de votre zone de confort, vous allez apprendre régulièrement, ça va étendre un peu cette perception du temps. Bien sûr. Mais effectivement, mais c'est pas du tout mortifère de se dire ça. Les gens qui vont écouter ça vont se dire que du coup, on peut vivre dans l'angoisse comme ça de la mort imminente qui se rapproche. Non, au contraire, c'est une extraordinaire façon de choisir, de prioriser et d'aller à l'essentiel. Et de se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est fondamental. Je trouve que ça légitime beaucoup plus et ça permet d'appuyer le fait d'être capable de dire non. Non, je ne fais pas ça parce que concrètement, par rapport au temps que j'ai, ce temps qui m'est précieux, je préfère 1000 fois faire ça ou passer ce temps avec telle personne ou faire ça. Et pour l'entrepreneur, c'est pareil. L'entrepreneur qui monte une boîte peut vite se disperser. C'est-à-dire que si tu commences par courir les subventions, les concours, les trucs, les cocktails et autres, et que tu oublies de faire un produit qui plaise à des consommateurs, ou que tu oublies quelle est
Comme tu disais tout à l'heure, penser au client. Voilà, penser au client. Pas été trop fait dans ta Quel est profession. quel est le problème qu'on résout? Voilà, qu'est-ce que veut le client? Qu'est-ce qu'il veut acheter si on est commerçant? Mais qu'est-ce qu'il veut résoudre comme problème si on a un problème à résoudre? Et là, il y a beaucoup de gens qui peuvent. Il y a des écueils, hein. On peut vite céder à l'artifice en oubliant l'essentiel. Ouais, je suis bien. En général, les entrepreneurs de génie, pour en accompagner quelques-uns, sont ceux qui savent parfaitement aller à l'essentiel, justement. Cette notion aussi d'être capable de faire la différence entre les priorités et les urgences. Oui. Voilà, la priorité qui correspond vraiment à ce qui va faire avancer ta boîte, te développer, etc. Et les urgences où juste on bouche les trous comme on peut, mais ça fait pas avancer le navire, en fait. Oui, c'est la fameuse matrice de Eisenhower, entre l'important urgent, le peu important, peu urgent. C'est avec les 4 cases, et puis en fait tu composes, il y a l'important urgent, l'important pas urgent, l'urgent pas important, et le ni urgent ni important. Donc soit tu fais, soit tu délègues, soit tu fais pas. Voilà. C'est ça, soit tu... quelque part, tu apprends à des fois faire le deuil de certaines choses. Voilà, ça clairement, ça va pas me faire avancer du tout. Exactement. Donc tu parlais du fait que dans ta profession, on n'avait pas trop pensé aux clients. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à penser à madécision.com, justement? Est-ce que ça a été une impulsion ou en tout cas une motivation? Oui, très clairement. L'idée de base, c'est de se dire, nous, on est avocats, on est un peu entre le marteau et l'enclume d'un système judiciaire, les tribunaux, qui, c'est pas un secret, eux-mêmes le disent, c'est un constat qu'on partage tous, les gens de la communauté judiciaire, qui va pas bien. Qui va pas bien parce qu'il n'y a pas assez de magistrats. Rapporté à la population, il en faudrait quasiment le double pour égaler les autres pays européens comparables. En termes de budget, c'est pareil. En termes, les greffiers, il n'y en a pas suffisamment non plus. Les priorités vont venir là où elles sont les plus importantes, donc essentiellement sur la question du pénal, le pénitentiaire, le pénal. Moi, je fais essentiellement de la justice civile ou commerciale, et c'est pas là que vont être affectés les budgets prioritaires. Donc, et nous, on est quand même face à des gens, des justiciables, des parties qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, je veux résoudre un litige. Voilà. Et si on est honnête, dans un certain nombre de cas, on est obligé de leur dire, mais si je vous envoie devant le tribunal, ça va être très long. Ça va y avoir des recours, ça va pas finir, ça va peut-être être assez aléatoire dans certains cas. Est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres solutions qui aillent dans le sens de l'intérêt du client? C'est ça un truc. Au départ, c'est ça le postulat de base. Et après, avec madécision.com, qu'on a créé au sein d'Eurojuris, après avoir collaboré avec d'autres startups qui étaient à l'initiative de cette idée-là, on est parti sur deux hypothèses. Soit un litige, l'hypothèse de base est de créer un mode de résolution des litiges qui passe à côté du système judiciaire. C'est pas une histoire entendons-nous bien, on n'est pas en train de dire qu'on va hacker le système judiciaire du tout. On est en train de se dire qu'il est probablement possible, dans certains cas qui ne sont pas du domaine régalien, du domaine de l'État, d'arriver à proposer des services, fussent-ils payants, parce que le principe de l'État, du service public de la justice, c'est qu'il n'est pas payant, ou très très peu, même payant, mais qui pourrait résoudre les litiges d'ordre privé, entre les parties privées, parce que ce n'est pas forcément un domaine régalien, un monopole de l'État. Et surtout qu'on peut peut-être le faire de façon plus rationnelle, quoi. De la même manière que, par exemple, il y a l'hôpital privé et l'hôpital public qui coïncident. Aujourd'hui, si tu disais demain, ah ben non, mais alors l'hôpital privé, c'est pas possible, hein, parce que c'est la santé. Alors, la santé, c'est le régalien, c'est l'État, personne d'autre que l'État peut faire, donc on ferme tous les hôpitaux, les cliniques privées. Je peux te dire qu'il va y avoir la queue aux urgences. Il y a déjà qu'il y a pas mal la queue, qu'il y a pas mal d'attentes. Non, aujourd'hui, le système pourrait pas se passer d'un équilibre entre le public et le privé. Bon, hormis le fait que la santé en France est quand même régie aussi et financée par le système de l'assurance maladie. Donc c'est quand même une composante objectivement qui est différente. Mais est-ce qu'on pourrait pas, dans le système de la justice, faire reposer un peu plus sur la création d'organes privés qui pourraient alléger un peu la charge de travail du service public? Et puis après, ça se décline en deux choses. C'est soit l'amiable, soit on se dit que les parties sont pas obligées de se taper sur la figure jusqu'au bout, mais on peut arriver à résoudre le litige sans avoir quelqu'un qui tranche, qui impose une décision. Donc ça va passer par la médiation, c'est-à-dire la capacité de mettre un médiateur qui va faire dialoguer les parties et qui va les faire cheminer pour arriver à faire
émerger une solution qui émane d'elle-même, donc une solution qui sera nécessairement acceptée puisqu'elle émergera des deux parties. Donc il n'y a pas de question de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. On est nécessairement d'accord puisque c'est un accord. C'est de l'amiable. Et puis à l'inverse, on se dit que dans un certain nombre de cas, on va pas pouvoir faire de l'amiable, il va quand même falloir qu'on tranche. Mais comme ça se fait depuis toujours, comme Charlemagne rendait la justice sous son chêne, voilà, ou Salomon, voilà, pareil avec les jugements de Salomon. Mais dans ce cas-là, on peut passer par l'arbitrage, qui est un truc qui existe totalement, qui existe déjà dans le code de procédure civile, qui est une justice privée où on paye un ou plusieurs arbitres pour spécialiser et qu'on choisit pour leurs compétences particulières dans un domaine, notamment de droit. Qui sont avocats ? Qui sont pas forcément avocats, qui sont avocats ou juristes ou profs de droit ou experts en la matière, mais qu'on les paye pour entendre les parties, voir les pièces et puis rendre une sentence qui va s'imposer aux parties. Si ce système d'arbitrage existe déjà depuis un moment, pourquoi, enfin, si je comprends bien, il n'est pas beaucoup utilisé au final. Alors, le système d'arbitrage existe, il donne lieu à une jurisprudence c'est un domaine du droit qui est hyper riche. Alors pour les juristes, c'est absolument passionnant. D'accord. C'est surtout d'une souplesse incroyable parce que ça veut dire que c'est les parties qui vont déterminer les règles du procès, qui vont déterminer le périmètre du procès, ce qu'on va demander au tribunal arbitral et autres. Mais le problème, c'est que c'est pratiqué, c'est une justice un petit peu de happy few pour l'instant, c'est que c'est beaucoup pratiqué dans le commerce international pour les énormes litiges ou pour la grande distribution qui en fait beaucoup. Alors ça a l'avantage d'être confidentiel aussi, c'est que les décisions ne se retrouvent pas dans l'open data. D'accord. Donc c'est quand même assez pratique pour garder la confidentialité des affaires. Mais c'est réservé à des très gros litiges. Et le défi, c'est de se dire. C'est un coût particulier, c'est ça ? Parce que comme c'est souvent des contentieux entre des États et des compagnies pétrolières ou autres, voilà. Okay. Donc tout de suite, les sommes en jeu sont absolument énormes. Donc on prend des juristes qui sont extrêmement compétents, des grands professeurs de droit, des avocats issus de cabinets anglo-saxons, voilà, extrêmement onéreux. C'est leur rendre hommage que de dire que ce sont des gens effectivement extrêmement compétents. Mais l'idée est peut-être de se dire qu'avec les mêmes règles de droit, en plus on a des règles dans le code de procédure civile qui sont là, qui existent, on peut peut-être être capable, en s'aidant un peu des outils digitaux et de la digitalisation, d'arriver à faire la même chose, mais avec des petits litiges du quotidien. Petits litiges, nous on vise avec Malice on est entre 0 et 500 000 euros quand même d'enjeux de litige. Belle marge. 500 000, ça commence à être un peu... Voilà. Voilà. Pour la PME du coin, ça commence à être beaucoup. Mais on se dit qu'on est capable de sélectionner des juristes parfaitement compétents avec des années d'expérience qu'on trouve chez Eurojuris et de les mettre à disposition des parties pour trancher leurs litiges et de le faire pour le coup en un temps absolument record par rapport à ce qu'offre le système public qui aujourd'hui ne peut pas traiter dans un temps qui coïnciderait avec le temps des affaires. C'est ça aussi. C'est que... oui, bien sûr. Ouais. C'est que le litige, si tu le résous en 3-4 mois, tu as encore la possibilité, pourquoi pas, de se rabibocher avec le partenaire commercial avec lequel il y a un litige, et pourquoi pas d'envisager l'avenir, de renouer des relations. En revanche, si la procédure dure 4 ou 5 ans, qu'en plus, il y a une chance sur deux que pour qu'au bout de 4-5 ans, il y en ait un des deux qui ait déposé le bilan et que le litige se résolve encore plus facilement, on ne peut pas imaginer, on n'a pas un tempo qui est en adéquation avec le système des affaires, avec l'économie réelle. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à créer quelque chose de nouveau, assis sur des règles légales, mais juste un petit peu disrupté pour l'amener à quelque chose d'un petit peu plus accessible. Voilà. Ok. Et donc là, je me mets dans ma position de personne lambda qui n'y connaît rien du tout. J'ai effectivement un litige, voilà, en tant que chef d'entreprise avec un de mes clients, ce genre de choses. Concrètement, ça se passe comment ? Est-ce que, très bêtement, j'imagine, est-ce que je crée un compte sur madecision.com Déjà, il y a deux cas de figure. Ouais. Il y a deux cas de figure, c'est soit tu as un contrat qui te lie avec l'autre partie, qui est en litige, et qui prévoit dans la clause à la fin, c'est souvent à la fin, que s'il y a un litige, on passera par une médiation. D'accord. Et encore mieux, par une médiation via madecision.com, ou pas forcément une médiation. On peut le prévoir dès le départ. Ou encore par l'arbitrage, et encore mieux par l'arbitrage directement chez madecision.com. Donc là, ce sont des clauses qui s'imposent. C'est-à-dire que si tu as un litige, tu peux pas saisir le tribunal parce que l'autre partie te dira non, tu ne respectes pas le contrat. Là. Il faut absolument passer par une médiation préalable ou ne pas saisir le tribunal, mais saisir un arbitre ou un tribunal arbitral. D'accord. Donc tu n'as pas le choix. Si tu as une clause comme ça, tu n'as pas le choix. Bon, et puis l'autre hypothèse, c'est celle où il n'y a pas de clause comme ça, ce qui n'empêche pas, pourquoi pas, d'être capable de se dire, c'est un pari sur l'intelligence, c'est ça qui est absolument passionnant, d'être capable de se dire,
on s'engueule, on n'est pas d'accord, mais on peut au moins être d'accord sur un truc, c'est que quel que soit celui qui va gagner à la fin, on a tous intérêt à ce que le litige soit résolu par quelqu'un de compétent, et rapidement, et à peu près à moindre coût. Voilà. Quel que soit celui qui va gagner ou perdre. Alors que ce soit dans le cadre d'un accord amiable ou que ce soit dans le cadre d'une sentence qui soit rendue où l'un des deux va moins gagner que l'autre. Fatalement, ça arrive. Voilà, c'est le pari de l'intelligence. Et dans ce cas-là, celui qui veut initier la procédure va sur madécision.com. Alors, on a une V2 qu'on a voulu beaucoup simplifier parce que au début, les premières solutions qui sont sorties avec lesquelles on a travaillé présentaient des tableaux assez compliqués. Il fallait se créer un compte, charger tout un tas de données, faire des tableaux très 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 longs pour tout expliquer. Alors, tout était expliqué, le déroulement de la procédure. Enfin, on part du principe que quand même, si votre litige relève est un petit peu important, vous aurez aussi un avocat qui va vous accompagner, donc il va vous expliquer, il va le faire, le cas échéant, il va aller instruire le litige sur la plateforme à votre place, il va être mandaté pour ça, c'est son job. Donc on n'a pas forcément besoin de tout vous expliquer à toutes les étapes, mais par contre on a voulu de la transparence, c'est-à-dire que directement sur madécision.com vous allez avoir tous les profils de médiateurs et d'arbitres directement, les trombines, les CV, savoir où ils sont, que ce sont des vrais juristes, combien d'années d'expérience, ce qu'ils font. On fait un peu son shopping. C'est un peu le meeting, le mythique du droit. Non, mais parce que avocat.com. C'est important de choisir quelqu'un qui peut être éventuellement de la région géographique, même si dès lors que c'est en ligne, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quelqu'un qui connaisse la matière, par exemple. Bien sûr. Et quelqu'un qui soit, dans tous les cas, indépendant des deux parties, parce que s'il n'est pas indépendant, il ne pourra pas accepter la mission. Donc voilà. Donc on choisit. Après, l'arbitre ou le médiateur accepte ou pas. Et après, en quelques tableaux, sans créer de compte, ni rien du tout, en quelques tableaux, ça prend, entre 12 et 15 minutes. Je remplis mon nom, je dis qui je suis, si je suis un avocat, quelle entreprise je représente, je drag and drop le contrat, j'explique ce que je demande, médiation ou arbitrage, le profil, et puis là, j'envoie. Et nous, on s'occupe du reste. En fait, nous, après, on s'occupe à ce stade-là, à ce stade-là où on en est, c'est quand même nouveau, ces choses-là, d'aller rassurer l'autre partie, de lui dire, voilà, on vous propose un arbitrage, on vous propose une médiation, voilà le principe, voilà comment ça va se dérouler, voilà dans le coût, et on vous propose de résoudre ça comme ça. Donc, on va aller chercher l'autre partie. Et puis, le médiateur ou l'arbitre désigné, lui, va directement être mis au courant, comme ça, il peut dire s'il accepte ou pas la mission, et ça se passe de manière assez fluide. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne perdent rien à essayer, même s'ils n'ont pas une clause là-dessus, on perd rien à essayer parce que en termes financiers, là encore, on a voulu faire les choses les plus fluides et transparentes possibles. C'est que tant qu'il n'y a pas d'accord, tant que l'autre partie n'a pas dit OK, on va à l'arbitrage, on va à la médiation, qu'il n'y a pas de convention et de désignation d'un arbitre ou d'un médiateur, on ne demande pas aux gens de payer. Voilà. Okay. On se donne la possibilité de le faire. Et voilà. Et il y a d'engagement qu'à compter du moment où l'arbitre ou le médiateur commence à travailler, tout simplement. Okay. Donc on ne perd pas d'argent à essayer. Donc, potentiellement, de ce que tu me dis, alors pareil, je ne suis pas juriste, etc., mais on aurait tout intérêt à mettre dans toutes les clauses de contrat, oui. Alors, peut-être madécision.com, mais en tout cas, cette notion d'arbitrage, de médiation, quoi. Oui, tout à fait. Oui, alors, on a tout intérêt à le faire si derrière, on a suffisamment d'outils, d'institutions qui sont capables de répondre. C'est ça, ouais. Parce que si tu mets une clause d'arbitrage en disant mon litige porte sur une livraison d'un produit à 20 000 euros, puis je vais avoir un vice caché ou un problème, voilà. Mais que derrière tu mets une clause d'arbitrage et que tu te rends compte que les institutions d'arbitrage qui sont sur le marché ne posent pas d'arbitrage à moins de 30 000 euros d'honoraires pour désigner des arbitres. Si ton litige fait 20 000 euros, le réflexe, c'est que tu vas avoir tendance, quand tu es avocat, à considérer que la clause, elle n'existe pas, quoi. On va dire, on va faire comme si on l'avait pas vu, puis avec un peu de chance, l'autre avocat aussi, alors on va faire comme si on l'avait pas vu, puis on retombe sur le litige classique. Il faut aussi des outils qui puissent, voilà. Si tu as une clause de médiation, mais que d'expérience, tu te dis, ah bah oui, alors c'est bien, mais alors sauf que là, comme en plus c'est la mode en ce moment, il y a plein de médiations qui sont ordonnées, alors il y a des médiateurs, mais bon, le temps qu'ils répondent, on a pour 3 mois le temps d'arriver à fixer une date, et puis là, il va falloir trouver une pièce. Ah ouais, puis alors, alors en fait, l'autre partie, elle est à 500 km, donc on va lui demander de faire 500 km pour venir autour d'une table, parce que la première réunion en médiation est destinée essentiellement à déterminer l'accord sur le désaccord, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les points de désaccord. Donc c'est vraiment une première réunion qui est, en général, ça se fait en plusieurs étapes, c'est une heure, quoi. Mais sauf que celui qui est à 500 km, il va être très très facile pour lui de dire, mais non, mais attendez, moi je veux pas faire 500 km pour m'asseoir une heure autour d'une table et avec un peu de chance me rendre compte qu'en face on pourra pas s'entendre. Donc je vais
il va avoir tous les arguments pour botter en touche et pas y aller. Voilà. Et sur madecision.com, c'est quelque chose qui peut se faire de manière dématérialisée? Qui ne se fait que de manière dématérialisée. D'accord, ok. C'est-à-dire que nous, ab initio, le format est fait pour que ça se fasse, c'est-à-dire les conditions générales d'utilisation, la convention de médiation et d'arbitrage, les outils utilisés sont faits pour que ça se passe en ligne et exclusivement en ligne. Ça veut dire qu'il y a des médiations qui ne pourront pas se passer en ligne parce que l'enjeu va être trop important, parce qu'il va y avoir trop de parties, ok, peu importe. Ça veut dire que nous, on accepte de ne pas rentrer, de ne pas être un produit en adéquation avec ça. Mais notre produit est pensé au départ pour être en ligne. Ce qui diffère de parfois certains centres de médiation et d'arbitrage qui, eux, fonctionnent de manière traditionnelle. Et avec la crise du Covid qui est venue bouleverser tout ça, ou avec le besoin exprimé par les parties, vont essayer tant bien que mal d'adapter leur mode de fonctionnement traditionnel à la digitalisation. Mais si c'est pas prévu au départ, dans la conception du produit, tout n'est pas prévu. Chez nous, c'est prévu pour être digitalisé au départ. Est-ce que, sur ce point de madecision.com, je trouve ça bien clarifier les choses sur la question que je pouvais avoir là-dessus, est-ce que tu vois d'autres points en particulier, ou est-ce qu'il y a des choses en cours, des modifications qui vont arriver, ou des features en plus Il y a une petite baisse des tarifs sur la médiation qui a été initiée par mes médiateurs qui m'ont dit, écoute, maintenant on peut faire des tarifs un petit peu plus compétitifs, donc ça c'est bien. Et puis après, non, ce qu'il faut, c'est itérer. On itère beaucoup, on apprend, on écoute les gens qui font appel à notre service pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Mais on y croit beaucoup. En tout cas, c'est une démarche, il faut bien le comprendre, qui est uniquement là pour... c'est la démarche des avocats et des huissiers d'Eurojuris pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice, pour aider le système de la justice dans ce en quoi il pêche pour l'instant. Donc c'est... la démarche, elle est très constructive. Voilà. J'aimerais terminer avec des petites questions un peu plus simples. Enfin, peut-être pas simples, mais on va essayer de répondre un peu plus rapidement. Ok. J'aimerais que tu me dises un échec que tu as pu avoir. Un échec que j'ai pu avoir. Un échec que tu as pu avoir, après... de but en blanc, le permis de conduire. Un truc qui t'a peut-être marqué dans ta vie d'entrepreneur potentiellement, et qui a pu être un apprentissage éventuellement, mais... Non, alors au-delà du permis de conduire, qui est le premier échec que j'ai eu en termes d'examen, mais je l'ai eu la deuxième fois, je vous rassure, je lève le suspense. Non, notamment dans madecision.com, nous avons eu un premier format où nous avions un partenaire et puis qui malheureusement nous a lâchés en route. Et ça, c'est une expérience... désagréable. Désagréable, mais fondatrice aussi, parce que c'est apprendre, surtout quand tu es dans le rôle d'un avocat avec un métier qui, grosso modo... voilà, qui va bien, qui roule, ça ne change pas tout le temps, d'être confronté à ça, c'est-à-dire un changement de modèle obligatoire, parce que finalement, tu es là, tu as un produit, tu as un partenaire technologique, et puis d'un coup d'un seul, il disparaît, et tu te dis, qu'est-ce que je fais, quoi? T'es face à tes pieds et poings liés, parce que c'est pas ton domaine de compétence, voilà. Tu peux que t'en remettre au développeur. Dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne le truc? Est-ce qu'on reprend toute la partie voilà, enfin, t'es confronté à des choix, il faut être capable de réagir très très vite. Et ça, c'est une très très bonne expérience. Une réussite maintenant? Une réussite? Ouais. Je sais pas, une réussite qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas de grande réussite. Enfin, j'ai un problème avec les succès, avec les machins, les trucs, parce que je n'arrive pas à m'apesantir sur les succès, tu vois, où aller célébrer pendant des heures. Donc ça... Je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, les réussites qui me viennent à l'esprit, c'est à chaque fois que j'ai une décision favorable à l'intérêt d'un client. C'est une satisfaction qui est quotidienne, enfin, qui se produit le plus souvent possible, on va dire, mais et qui est toujours extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en lasse pas, quoi. C'est comme d'avoir, quand tu es au lycée, que tu as une bonne note, quoi, sur une copie, quoi. C'est un peu la même sensation qui continue. Alors, je reformule peut-être un petit peu. Pour toi, justement, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est quoi? Alors... Vous avez 2 heures. C'est ça, au bac en philosophie, les élèves ont planché sur les sujets de philo quelques jours avant qu'on enregistre ce podcast. J'avais eu comme sujet, dans quelle mesure une activité est-elle du travail? Je pense que réussir, c'est ça. En substance, la réponse que j'avais faite, c'est en gros, une activité est du travail lorsqu'elle apporte quelque chose à la communauté. Lorsque tu apportes de la valeur, quand tu crées de la valeur. C'est ça, réussir, finalement. Après,
Est-ce que c'est de la valeur monétaire? Est-ce que c'est de la valeur humaine? Est-ce que c'est probablement un peu des deux d'ailleurs, parce que la valeur monétaire, si elle n'apporte pas de valeur humaine, ça va pas être complet. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer les choses? C'est ça qui est intéressant, pour faire évoluer les choses. Moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé, pas forcément répéter ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, j'ai jamais été champion du monde ou champion de France de quoi que ce soit. Je pense que c'est pas dans ma nature. Parce que j'aime pas, je veux pas être capable, comme certains grands sportifs, de répéter, itérer pendant des fois, des années. Ces derniers degrés Voilà, qui font faire que... les millièmes, les trucs comme ça. C'est probablement pas ma nature. Mais par contre, être le premier à se lancer dans un truc comme ça, dans un marché, à innover, à tester un truc, à tester une évolution, à tester un nouveau sport, parce que ça va faire avancer le schmilblick, parce que ça va, parce que aussi c'est rigolo, c'est toujours marrant d'être toujours dans la peau du débutant, de redevenir le débutant, pour réapprendre un nouveau truc. Ça, c'est extraordinaire. Et dans l'utilisation des technologies dans mon métier, pour essayer de faire évoluer mon métier, ou dans les sports que je pratique, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc c'est ça qui est... Voilà. Moi, j'aime bien aussi la réaction que ça suscite auprès des autres quand on tente quelque chose de différent. Oui. Alors, il y a les gens qui sont enthousiastes, et puis il y a les personnes qui sont dans la crainte, des fois par bienveillance, en fait, en disant bah, attention, qu'est-ce que tu fais, etc. Et j'adore quand voilà, on suscite cette réaction chez l'autre. Souvent, pour moi, c'est un signe... peut-être que je vais me casser la gueule, mais a priori, je suis dans la bonne voie parce que ça fait réagir, en tout cas. Ouais, mais peut-être que tu t'attaches trop aux réactions des autres. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai développé une capacité à ne pas m'intéresser aux réactions des autres, pour le coup. Okay. Parce que je pense que là-dessus, ouais, ça, je pense que c'est un truc que j'ai réussi à faire. C'est, bon, faut pas non plus être complètement hermétique aux critiques lorsqu'elles sont constructives, notamment. Mais être capable de s'affranchir du regard des autres est aussi probablement une étape assez importante. Ouais, je vois. Après, je pense pas que ça me ferait changer d'avis, mais c'est comme tu dis, ça me fait rire, en fait. Il y a peut-être un petit côté malin au coquin de mon côté, où j'aime quand ça pique un peu. Ouais, quand ça suscite la réaction. Ouais. La réaction, exactement. Ouais. Quelque chose de... Allez, on va faire encore plus simple sur la fin, un peu plus futile. Si tu avais un objet qui, pour toi, est vraiment important et qui... Un objet. Ouais. Alors, un objet qui me fascine, et qui est en ce moment qui est l'objet de beaucoup d'attention. Alors, pas professionnel, mais extra-professionnel. C'est un foil. Explique un peu ce que c'est. Alors, un foil, ce sont ces petits appendices, enfin, ces grands appendices d'ailleurs maintenant, qu'on met sous des planches, planches de surf, planches de foil, planches de kitesurf, ou des bateaux, ceux qui vont traverser dans quelques semaines pour faire la route du Rhum, qui permettent de passer d'un mode archimédien où on est dans l'eau à faire décoller comme une aile d'avion qui est sous l'eau, qui fait donc décoller l'engin, quel qu'il soit, et qui permet de voler au-dessus de l'eau. Et moi, dans tous les sports que je pratique, qui sont essentiellement des sports nautiques, on est passé à des supports à foil dans beaucoup de conditions. C'est une quête absolument extraordinaire. C'est pas là, on se réinvente complètement. On est capable. Je trouve qu'on retrouve le côté casser un peu les codes habituels et de... Enfin, il y a... Je sais pas depuis combien de temps... Enfin, ça fait un moment que ça existe, les foils, mais ça paraît fou. Enfin, quand on voit ce truc qui, effectivement, est grand, mais c'est pas grand-chose et ça porte toute la personne, tout le matériel, etc. Je trouve ça dingue. Et ça te permet de te porter avec une fluidité incroyable. Ça permet d'aller plus vite que le vent. En kitesurf, on va plus vite que le vent réel. On autogénère du vent. Ça, j'ai encore du mal à le conceptualiser, en fait. L'idée d'aller plus vite que le vent. Physiquement, ça s'explique. Et en surf, pareil, on arrive à surfer des houles d'hiver comme ça, pendant des vagues qui ne cassent pas comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Ouais, en ce moment, c'est un engin qui me fascine beaucoup. Et le parallèle même avec la vie, la fluidité de la vie, la capacité à surfer. Et à être en déséquilibre permanent, pour reprendre un terme introduit par Joël de René dans son livre Surfer la vie, qui est un livre que je recommande beaucoup, comme tous les livres de Joël de René. Mais le parallèle avec la façon de vivre dans une société fluide, dans un déséquilibre permanent, pas forcément un équilibre permanent, mais un déséquilibre, mais contrôlé. Ça me parle beaucoup de par ma profession d'ostéo aussi, où il y a cette idée, la vie est
continuellement en mouvement, donc toujours en déséquilibre, et Oui. on ne fait que se rattraper. On tombe à chaque pas, en fait. Et se réadapter constamment, etc. Et oui, c'est une belle métaphore Ouais. de cet aspect-là, carrément. Eh bien, écoute, je te remercie. On a fait le tour de pas mal de choses. Oui. Potentiellement, on aurait pu faire 10 heures de rang parce que j'aurais voulu creuser des trucs encore un peu plus, mais on en parlera après. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à beaucoup toi de m'avoir invité. accueilli. Et puis peut-être que je serais curieux d'ici 2-3 ans, voir comment évoluer tout ça, et peut-être de te reposer quelques questions à ce moment-là. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Je vous dis donc à bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette émission, si vous avez eu le courage de suivre jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, poser des questions, peut-être me proposer des questions pour les prochaines fois. Partagez si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, likez, etc. Ça m'aide toujours dans la visibilité, ça m'encourage à continuer cette émission. Et si vous avez des questions sur votre communication, si vous avez envie de faire évoluer votre image de marque, faire grandir votre société, je serais heureux de pouvoir échanger avec vous. À bientôt!